bienvenue sur Histoire de vinyle. Je vous invite à regarder la première vidéo qui était une introduction un petit peu au contenu de cette chaîne. Je vous avais indiqué que la première série de vidéos serait consacrée à la musique rock psychédélique aux États-Unis à la fin des années 60. Aujourd'hui, un focus sur la baie de San Francisco. Et tout d'abord, la musique psychédélique, c'est quoi? Surtout le psychédélisme, un mouvement culturel, artistique, qui va se décliner en littérature, en peinture, dans les arts graphiques et au cinéma. Alors, un point commun à toutes ces déclinaisons, c'est la consommation de drogues hallucinogènes, en tout cas à la fin des années 60. Alors c'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité, mais effectivement, dès la fin des années 40, sachant qu'aux États-Unis, certaines drogues comme l'acide lysergique sont en vente libre dans les pharmacies, jusqu'en 65-66, eh bien, énormément en particulier d'écrivains, vont expérimenter ces drogues. Le premier à évoquer, en tout cas dans un texte, c'est son expérience de la prise de drogue psychédélique, c'est Aldous Huxley, dans Les Portes de la Perception, The Doors of Perception. Le psychédélisme va aussi accompagner et puiser beaucoup dans tous les mouvements de contestation à la fin des années 60 aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques, la lutte contre la guerre du Vietnam, l'égalité homme-femme, la libération sexuelle, bref, un vrai désir de se libérer un petit peu du carcan social, de cette société de consommation, parfois avec un désir de retour vers la nature, qui aura malheureusement quelques effets délétères avec la création de communautés, et qui dit communauté souvent, pas toujours, dit gourou, bref. Allez, je digresse, comme d'habitude. Vince. Allez, commençons tout de suite. Une bonne illustration, donc je vous ai dit en 30 albums, donc cette première vidéo, 15, 16, peut-être 17, bon, peu importe, j'ai pas compté. Une bonne introduction, c'est cet album du Great Society. À l'époque, ils ne sortent pas lorsque ce groupe est actif en 65-66 dans la baie de San Francisco. Ils vont être enregistrés, en particulier en concert, et ils vont signer pour Columbia Records, qui ne sortira jamais d'album studio. Au sein de ce groupe, il y a Grace Slick, qui deviendra très vite, après le Great Society, la chanteuse du Jefferson Airplane. Devant le succès du Jefferson Airplane, Columbia Records se dit « Mais on n'a pas des enregistrements d'un groupe auquel appartenait Grace avant ?» Oui, bien sûr. Hey, Great Society. En 1968, Columbia Records exhume donc de ses archives de quoi faire 2 albums, How It Was et celui-ci, et Conspicuous in Its Absence. Très bonne introduction, c'est un live, et dans lequel on va apprécier effectivement tout ce qui va faire le charme le son du rock psychédélique dans la baie de San Francisco. L'influence est très folk, clairement les musiciens prennent du plaisir. The Grace Society, c'est aussi la Slick Society, parce que non seulement il y a Grace, il y a son époux, Jerry, et puis il y a Brady, si je ne me trompe, qui est le guitariste, et qui nous délivre effectivement sur un titre instrumental. Hein, le rock psychédélique, ça va être ça aussi. Ok, l'expansion des sens, l'ouverture d'un univers sonore et visuel nouveau, c'est aussi l'allongement des titres, l'improvisation, et tout ça c'est permis aussi par le format 33 tours, qui permet de dépasser le format 45 tours, c'est bien dit, donc de pouvoir enregistrer des morceaux qui durent 5, 7, 10, 20 minutes, bref, c'est une des caractéristiques du rock psychédélique. Superbe album. Le son n'est pas toujours très bon de cette capture live, mais je vous le conseille vivement. Effectivement, ici c'est l'édition 1971, qui de toute façon est sortie en 68. Un autre groupe qui est extrêmement important, même s'il ne s'agit pas, pour son premier album, d'un album de rock psychédélique. Mais ils font définitivement partie de la scène de San Francisco, ils vont jouer dans énormément de concerts. C'est The Mother Earth. Leur premier album sort en 1968, ils en feront un second, et puis ce sera tout pour Mother Earth. Double intérêt à The Mother Earth. Alors l'influence ici est country, blues. Au sein du groupe, une chanteuse, avec une voix magnifique, très bluesy, justement, très différente de celle du Janis Joplin par ailleurs. Autre membre important de ce groupe, c'est Powell St. John, ou John St. Powell. Alors lui, il vient du Texas, mais il arrive dans la baie de San Francisco, et dans ses bagages, il y a un morceau, ce qui est Kingdom of Heaven, qu'il avait composé pour, devinez qui, The 13th Floor Elevators. Effectivement, Powell St. John, il est là.
eh bien, il a écrit plusieurs titres pour le 13th Floor Elevators, alors qu'il n'a jamais fait partie du groupe. C'était un grand copain de Tommy Hall du 13th Floor Elevators. Il compose 3 morceaux sur le premier album du 13th Floor Elevators, puis un sur le deuxième. Ici, il importe Kingdom of Heaven, dans une version très différente, mais voilà, à découvrir. Voilà, c'est un superbe album. Il vaut aussi pour un titre. Le titre qui donne son nom au groupe ici, c'est Mother Earth, au sein duquel officie un certain Michael Bloomfield, alias Michael Bloomfield, guitariste malheureusement qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, de blues rock, hein, superbe guitariste. Voilà. Pour tout cela, je vous conseille vivement cet album sorti en 1968. Un groupe, cette fois-ci, bien sûr, évidemment, il allait en parler celui-là, hein Vince, mais oui, j'allais en parler, forcément. Le Grateful Dead, c'est un groupe, bien sûr, emblématique du rock psychédélique dans la baie de San Francisco, du rock psychédélique aux États-Unis, et puis du rock en général, avec le fameux Jerry Garcia, qui est mort bien trop tôt, Bob Ware, l'autre guitariste, Phil Lesh, le bassiste, Bill Kreutzmann, batterie, Pete Bennett, bon, etc. Bref, bien sûr. Alors, c'est un album qui ne reflète pas tout à fait ce qu'est le Grateful Dead. Cette première phase, c'est plus le Grateful Dead des années 70. Deuxième phase, les morceaux s'allongent, et ça évoque effectivement ce qui fera le succès du Grateful Dead. Ce sont des morceaux très très longs en cours de concert, des morceaux qui peuvent durer 25-30 minutes, beaucoup d'improvisation, et vous avez un petit peu cette évocation sur cet album 1967 à découvrir absolument. Ceux qui ne l'ont pas découvert. Là, vous allez me dire, cet album-là, si je le vois dans un pack de disquaires, jamais je l'achète. Bon, en effet, ces deux-là, ils ont l'air un peu ringards, et on se dit, non, il n'y a rien là-dedans. Grave erreur. Tina et David Meltzer. David Meltzer, c'est un poète. Hein, la littérature est vraiment très importante. Les deux ont fait partie d'un premier groupe qui s'appelle The Serpent Power, qui a produit un album en 1967 sur le label Vanguard Records. Vanguard, d'ailleurs, c'est un label new-yorkais, pour le coup. Sur cet album, dont vous avez grand tort de ne pas vous le procurer, c'est de la folk psychédélique. Le monsieur David dit des poèmes, il s'accompagne à la guitare acoustique. Sinon, Madame Tina Meltzer, elle, a une voix exceptionnelle, très haut perché, très jolie, très douce, et vraiment à découvrir absolument cet album. Donc, de David et Tina Meltzer, oubliez la pochette, le contenu, c'est le plus important. Alors, c'est pas du rock psychédélique, ça. C'est du rock bien US. Creedence Clearwater Revival. Alors là, je ne suis pas d'accord, encore une fois, c'est un groupe de la région de San Francisco qui contribue au San Francisco Sound. Premier album, ici c'est l'édition française. Je préciserai à chaque fois, en fait, quand il ne s'agit pas d'une édition originale, aussi il s'agit d'une édition différente de l'édition US. Donc là, c'est l'édition française. L'album aux États-Unis sort en 1967, et là je m'excuse, mais alors si vous écoutez I Put a Spell on You, une reprise de Screaming Jay Hawkins, et puis Sue the Q, avec les morceaux sont longs, plus de 5 minutes, et des solides de guitare acide, bon voilà, vous écoutez ça, c'est du rock psychédélique, c'est de l'acid rock, il n'y a aucun doute. Effectivement, c'est une usine à tubes, ils vont remplir des stades. Écoutez cet album, définitivement. Cela fait partie du San Francisco Sound. Un groupe un peu plus méconnu. Pourtant, en son sein, il y a deux musiciens. C'est Roy Blumenfeld, hein, si je ne me trompe. Voilà, Roy Blumenfeld et Andrew Kuhlberg, qui faisaient partie du Blues Project, avec Al Cooper. Ici, c'est le premier album qui est sorti en 1969. Donc vous voyez que mon ordre il n'est pas véritablement chronologique, hein, pas du tout, c'est plus aussi dans l'ordre de mes préférences, très subjectif donc. Alors vous avez du violon, vous avez de la flûte, mais l'influence est très blues et parfois country, et tout ça a une sauce psychédélique, les mélodies sont impeccables, il n'y a pas de grands solides de guitare comme voilà, j'évoquerai dans d'autres groupes, mais voilà. À découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet album, ils vont sortir plusieurs albums ensuite, franchement pour moi en tout cas beaucoup moins intéressant, beaucoup plus d'influence country, et j'ai du mal. Bon. Alors, je vous ai parlé des pochettes, effectivement. Alors, Crown Circus, pour le coup,
c'est un album qui est sorti en 1968, vous êtes en plein les pieds dans le psychédélisme d'un point de vue de son illustration, du graphisme. Couleur très flashy, tout ça doit évoquer quelque part les impressions visuelles, parfois sonores, ressenties à la suite de la prise de ces drogues psychotropes. C'est un album qui a une influence plutôt blues, parfois rhythm and blues, et puis effectivement Love Cycle, qui donne son nom au groupe, est un titre qui est sur la deuxième phase, qui est en 4 parties, qui décline un petit peu des ambiances très très différentes. La première, pour n'évoquer que celle-là, l'ambiance d'une messe. Voilà. Et puis après ça partirait dans des délires, bref. Crumb Circus, 1968, très bon album. Ils ne sortiront bien entendu, malheureusement, qu'un seul album. Alors lui, je l'aime beaucoup, cet album en particulier, très belle pochette aussi, un côté un petit peu surréaliste, sans aucun doute, de cette pochette, qui reflète un petit peu le contenu d'ailleurs musical. C'est Lee Stevens. Lee Stevens, c'est un guitariste qui faisait partie du Blue Cheer. Il a joué sur les 2 premiers albums du Blue Cheer, et puis il quitte le groupe en 1968, et puis il va enregistrer un album à Londres. Voilà cet album. Il est formidable cet album. Il va enregistrer 2 albums en son nom propre. Lee Stevens, le deuxième est moins intéressant. La pochette, je l'ai dit, reflète assez le contenu. Encore une fois, toutes les mélodies sont impeccables. C'est pas du hard rock psychédélique comme le Blue Cheer, pas du tout. On a des ambiances un petit peu plus tranquilles, c'est du rock. La voix est impeccable en fait, même si, je ne sais pas, il doit souffrir d'un petit handicap ou d'une petite... voilà, il met des effets sur sa voix, c'est un petit peu dommage, des effets sur sa guitare, c'est un excellent guitariste. Lee Stevens, l'album sort en 1969, si je ne dis pas de bêtises. Encore, mais ça c'est pas du rock psychédélique, enfin bon, mais si, écoutez-le un petit peu, hein, Vince. Alors, Santana, premier album, et deuxième album aussi d'ailleurs, Abraxas, qui sort en 70, celui-ci sort en 69, déjà la pochette quoi, magnifique, et puis le continu, Greg Rowley, l'organiste, et puis Carlos Santana ont fait partie du groupe psychédélique avant la création de Santana. Bien sûr, il y a cette coloration latino, voilà, vous avez tous vu probablement, toutes et toutes, le morceau en live au festival de Woodstock, qui va les propulser, bien sûr, qui va propulser leur carrière. Carlos Santana, pour moi, c'est pas un très grand guitariste, mais alors il est impeccable pour délivrer des solis assez courts, très efficaces, d'acid rock en particulier, sur Evil Ways et Soul Sacrifice. Voilà. Ici, c'est l'édition française de cet album 1969. Plus fait, franchement, l'achetez pas en réédition. Il va vous coûter 4 fois plus cher que si vous le trouvez dans une foire au disque ou sur une brocante. Hein. Voilà. Alors, le Steve Miller Band, définitivement un groupe important dans la baie de San Francisco, d'influence blues, bien entendu. Mais Steve Miller Band va enregistrer plusieurs albums. Les 5 premiers sont définitivement du rock et puis un peu de la folk psychédélique. La saveur psyché va se diluer au cours du temps, disons. Mais ici, le deuxième, c'est mon préféré, le Sailor, après Children of the Future, le premier album. Celui-ci sort en 1968, tout comme le premier d'ailleurs, il me semble. Voilà, c'est un excellent album. Écoutez déjà sur la première phase, Song of Our Ancestors, et vous êtes lancé, vous êtes dans l'ambiance. Au sein de ce groupe, il y a un autre guitariste, Monsieur Boz Scaggs, lui, il va enregistrer, il va quitter le groupe, parce que la coloration psyché, en fait, il n'aime pas. Il préfère, il est définitivement plus blues, plus country. Wow, j'exagère un peu. Oui, parce qu'effectivement, le rock psychédélique, il va bien sûr puiser ses racines dans tout ce qu'a à offrir la musique aux États-Unis à ce moment-là, au milieu des années 60, c'est-à-dire folk, jazz, country, et puis blues, bien entendu. Et puis l'influence aussi, il ne faut pas l'oublier, de ces petits Anglais qui nous font de la pop et qui arrivent au milieu des années 60, la British Invasion, dont bien sûr vont s'inspirer les musiciens. Alors le premier album de Boz Scaggs, ce qui sort en 1969, c'est pas du rock psychédélique du tout, mais définitivement, il fait partie de cette scène de San Francisco. Malgré tout, donc très blues, encore une fois, mais il y a un titre, Loan Me a Dime, sur cet album, un titre qui fait plus de 8 minutes, 7-8 minutes, et sur lequel vous avez un solo d'un certain Duane
Allman, de l'Allman Brothers Band, qui est définitivement psyché, bref, pure merveille. L'Allman Brothers Band, d'ailleurs, il faut absolument écouter les premiers albums de l'Allman Brothers Band avec son duo de guitaristes. Sur scène, c'est quand même une pure merveille. Malheureusement, tout cela avant la disparition de Duane Allman dans un accident de moto. Voilà, ici c'est l'édition anglaise de cet album de Bossy Skies. Alors parfois, donc les groupes enregistrent, signent des contrats, enregistrent, parfois un 45 tours, un 33 tours à sortir, et puis parfois rien ne sort, jusqu'à ce que les bandes en question soient exhumées par des archéologues de la musique. Ici, ce groupe, c'est le Transatlantic Railroad, qui enregistre en 67-68, au dire des musiciens, et les bandes sont réexhumées et sortent en 2001 en Suisse, sur un label. Le titre de l'album, c'est Express to Oblivion. Il jouait, ce que disent dans l'insert les musiciens ici, souvent en première partie du Quicksilver Messenger Service, et effectivement l'influence du Quicksilver est bien là. C'est un très très bel album, vraiment à se procurer absolument. Superbe pochette, pochette cartonnée à la façon US des années 60, très belle gravure. Voilà. Transatlantic Railroad. Alors, un groupe qui a souffert, bon, en même temps, il n'est jamais sorti de la baie de San Francisco, mais qui a un petit peu souffert de la comparaison qui en a été faite avec le Jefferson Airplane, c'est Neighborhood Children. Il y a une chanteuse au sein du groupe, hein, comme souvent dans les groupes psychédéliques, en particulier dans la baie de San Francisco. Non, c'est pas le Jefferson Airplane. C'est un groupe qui a son caractère sur Acta Records. Ici, c'est une réédition grecque. Donc c'est un très bon album de rock psychédélique avec des morceaux un peu plus allongés. C'est péchu, hein, voilà. D'aucuns diront que peut-être que c'est un disque qui n'a pas très bien vieilli. Mais malgré tout, c'est un très bon album. Un seul album pour ce groupe, malheureusement. Neighborhood Children. Alors, celui auquel il a été comparé, eh bien sûr, c'est le Jefferson Airplane. Et voici mon album studio préféré du Jefferson Airplane. Eh oui, c'est pas The Surrealistic Pillow qui est sorti juste avant. Non, moi c'est celui-ci. Ils sont au sommet de leur approche psychédélique de la musique, sans aucun doute. Surrealistic Pillow, dessus il y avait White Rabbit, Somebody to Love, effectivement, qui ont eu des succès très importants, qui ont permis au groupe d'émerger un petit peu et de sortir de la baie de San Francisco. After Bathing at Baxter, celui-ci qui sort en 67, même année que le Surrealistic Pillow. Voilà, c'est un superbe album. Mon préféré pour ce groupe en studio. Jorma Kaukonen, le guitariste, voilà, nous délivre avec des solis absolument magnifiques, la base rythmique, Jack Cassidy, et le bassiste, et puis Spencer Dryden, le batteur, voilà, c'est une rythmique de plomb, quoi, incontournable. Et puis il y a Marty Balin et Grace Lee, bien sûr, le duo de chanteurs. Voilà, un album sublime. Alors, voilà, un groupe que j'adore aussi, qui n'a fait malheureusement qu'un seul album. Alors, dont l'édition originale, ici, allez, je me vante, est quand même difficile à se procurer, c'est The Other Half, superbe pochette, pour le coup, enfin pour moi en tout cas. Sur Acta Records, encore une fois, ici c'est bien l'édition US, c'est du garage psyché. Définitivement, on est dans le garage psyché, c'est puissant, voix énergique, de qualité d'ailleurs, et puis un guitariste exceptionnel qui est Randy Holden. Un seul album, Randy Holden ensuite, je vais y revenir, rejoindra un groupe fameux, et puis enregistrera un album solo. Ils sont connus pour un premier succès, l'album sort en 68, celui-ci, pour un premier succès qui est Mr. Pharmacist, qui a été repris moult de fois, et qui est un morceau Mr. Pharmacist. Vous avez compris, je vous ai dit tout à l'heure que les drogues, l'acide lysergique était en vente chez les pharmaciens, voilà, légalement. Mr. Pharmacist donc aura un certain succès, bénéficiera d'une édition en France sur le label Vogue, sur un 45 tours 4 titres, très difficile, enfin c'est un collector, hein, voilà, ça se procure, mais c'est quand même assez cher, il faut casser la tirelire, comme pour cet album-là d'ailleurs, il faut casser la tirelire aussi, mais il y a des rééditions, donc no worries, pour ce disque. Alors, il y a un label français, Eva Records, je vous invite à explorer un petit peu
le catalogue d'Eva Records, parce que dans les années 80, ce label a exhumé de nombreux enregistrements et permis, justement, pour ceux qui n'avaient pas les moyens de se procurer les albums originaux, bien de bénéficier de rééditions de qualité. Ils vont sortir cette compilation, la pochette est très jolie, sur laquelle vous allez retrouver le Mr. Pharmacist et d'autres titres sortis en 45 tours, et l'intégralité de l'album que je viens de vous montrer. Donc sur Eva Records, c'est sorti en 1984 ou 86, si je ne dis pas de bêtises. Bref, indispensable pour tous les amateurs de The Other Half et de Randy Holden en général. Alors Randy Holden, pour terminer la digression, tant qu'à faire, avant, il a fait partie des Sons of Adam, qui ont officié en 65-66. Ça, c'est un double album, voilà, qui est sorti, non pas opportunément, mais que vous pouvez vous procurer maintenant opportunément, puisque je vous en parle, est sorti l'année dernière, en 2022. Voilà, c'est un double album qui vous propose l'intégrale des enregistrements des Sons of Adam, donc précurseur de The Other Half, et de Fender 4 juste avant, c'est un groupe juste avant auquel fait partie Monsieur Randy Holden. C'est du garage rock, voilà, c'est péchu, des morceaux de 2-3 minutes. Premier 33 tours sur cette compilation, c'est un live où vous allez immédiatement reconnaître le son de guitare du Randy Holden, qui n'a décidément pas eu la carrière qu'il méritait, ce guitariste extraordinaire. Dans le groupe, vous avez un autre musicien important, Michael Stewart, qui est batteur, et qui lui va rejoindre un groupe fameux, la baie de San Francisco, plus tard, les Love. Allez, je termine avec Randy Holden, et je termine cette vidéo avec Blue Cheer. Pourquoi cet album? Pas mon préféré de Blue Cheer, donc forcément il y aura un autre album de Blue Cheer dans la sélection, New Improved. Alors, excellent album. Randy Holden, justement, je vous ai dit tout à l'heure, Lee Stevens quitte le Blue Cheer en 1968, donc, eh bien, il faut aux deux autres du Power Trio de retrouver un guitariste. Ils vont faire appel dans un premier temps à Randy Holden, qui va faire des concerts avec eux, puis qui va participer à l'enregistrement d'une face sur cet album. Mais quelle face? C'est lui qui compose les deux morceaux, Peace of Mind et Fruits and Icebergs. Mais alors, Peace of Mind, écoutez ça. Sur l'autre face, tout aussi efficace, mais dans une ambiance un peu différente, plus hard rock psychédélique, plus dans l'évocation du Blue Cheer classique, de Vince Bruce et Rob Toom, par exemple, avec Bruce Stevens à la guitare et Burns Kellogg, organiste, qui faisait partie, d'un premier groupe qui s'appelait Mind Tattoo, qui a un album à son crédit, et qui va... très bon album d'ailleurs, Mind Tattoo, hard rock psychédélique. Voilà. Eux, Burns Kellogg et Bruce Stevens, feront partie du Blue Cheer jusqu'à la fin. Allez, ça y est, c'est fini. Non, c'est fini, c'est la première partie. Deuxième partie, donc, consacrée toujours au rock psychédélique dans la baie de San Francisco. Les 15 meilleures galettes, selon moi. Voilà. Vince, it's me, cares about you.